Bon, ça serait une vidéo, je pense, sans montage, d'une traite. J'ai juste envie de parler, raconter un peu. J'ai pris petit café et je t'invite à faire de même, à te poser et on va discuter un peu. Je vais te partager un peu ma vision du sport en général, du street, de mon évolution par rapport à cette vision. Et pour ça, on va devoir remonter 4 ans en arrière. On va devoir remonter au commencement et de ce pourquoi j'ai commencé la calisthénie. Peut-être que je mettrai quelques images à l'écran au montage, mais je suis pas sûr. Bon, vous verrez bien, de toute façon, s'il y a des images, c'est que j'ai décidé de les rajouter au montage. La première chose, c'est que quand j'ai commencé la calisthénie, c'était pas par hasard. C'était clairement lié à une période de ma vie où, je pense, comme beaucoup de pratiquants, quand on commence le sport, ou en tout cas que ce soit la musculation, la calisthénie ou un sport qui veut nous transformer physiquement, c'est qu'en général on ressent le besoin de changer. Et moi c'était clairement mon cas. J'étais à une période de ma vie où je me sentais super mal. C'est difficile à expliquer, mais peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vécu, ce genre de mal-être où vraiment vous avez une boule au ventre au quotidien. Vraiment, ça vous prend aux tripes et vous avez une boule, vous avez l'estomac comprimé au quotidien, toute la journée, parce que vous vous sentez pas bien. J'étais dans cette situation parce que de mes 16 ans à 24, je crois, ou 23, concrètement, je n'ai fait que jouer à LoL, donc aux jeux vidéo. C'était mon seul objectif dans la vie, c'était percer sur ce jeu, soit en tant que joueur professionnel, soit en tant que streamer. Spoiler, je n'ai réussi aucun des deux. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai passé 7 ans à jouer à ce jeu. Je vais pas cracher dessus, j'ai vécu de très bonnes expériences, des émotions très fortes dessus, notamment la compétition en e-sport, c'est quelque chose. Je me rappelle les premières fois que je me suis fait contacter par des personnes pour rejoindre leur team, pour participer à des LAN, pour participer à des compétitions, c'était vraiment sympa. Genre vous êtes enfermé 48 heures dans une salle des fêtes, dans un gymnase, tout le monde vient avec son PC et vous faites un tournoi. Et bon, le niveau de vie, comment dire, l'hygiène de vie pue la merde. Clairement, vous êtes là à boire des monsters toute la journée. Vous dormez sous votre bureau avec un sac de couchage sous votre PC. C'est vraiment à l'arrache, mais l'ambiance est incroyable. Et puis, si à la fin du week-end, vous avez fait de bonnes perfs, hein, vous avez gagné le tournoi, enfin, si vous avez gagné les phases de poule, vous montez sur scène pour jouer les phases finales, ce qui était mon cas sur le premier tournoi que j'avais joué. Et donc forcément, ça m'avait archi motivé. Et ça m'a grave donné envie de tout simplement de devenir joueur pro, ou en tout cas de faire quelque chose sur ce jeu. Mais il se trouve que j'ai pas réussi. J'ai passé 7 ans de ma vie à m'acharner dessus, à me ruiner la santé parce que j'avais une hygiène de vie éclatée au sol. Et au bout de 7 ans, énorme mal-être parce qu'en fait je me mentais à moi-même, euh, j'aimais plus le jeu tout simplement, mais je continuais d'y jouer parce que c'était la seule chose que je savais faire. Mais donc forcément quand vous vous mentez à vous-même, vous vous sentez mal. Et c'était mon cas, donc énorme boule au ventre toute la journée. Vraiment la pire sensation, je la souhaite à personne, honnêtement je pense la pire sensation que j'ai jamais vécue et ça a duré très longtemps. Mais je pense qu'au final c'est une bonne chose, c'est votre corps qui vous dit bon, mon gars tu fais de la merde, donc arrête. Et il t'envoie des signaux pour te dire d'arrêter de faire de la merde. Mm. Suite à ça, à l'époque j'étais à Boulogne
donc à côté de Paris, en coloc. Mes 2 colocs avaient fini leur école de commerce. Donc je rentre chez mes parents, je rends le logement. Et là, je comprends que je vais devoir arrêter de jouer, pas parce qu'il le faut, mais parce que ça n'a plus aucun sens. Je m'ennuie, ça m'ennuie profondément. Mais j'ai rien pour remplacer ça. Et donc c'est un énorme vide. Je trouve un taf, un nouveau taf, qui me fait sentir un petit peu mieux. Mais c'est pas la folie. Disons que je suis loin d'être en accord avec moi-même. J'ai peu d'estime de moi, peu de confiance en moi, très très peu. Et donc je vis avec cette boule au ventre quotidiennement, même en allant au boulot, même en allant. Et ça me bouffe quoi. Ça me ronge. C'est vraiment une sensation qui est désagréable au possible. Vous avez même pas idée. Ceux qui l'ont déjà vécu, vous voyez de quoi je veux parler. Mais c'est vraiment terrible. Vous avez l'estomac comprimé toute la journée. Vous dormez mal. Ouais, c'est pas facile. Finalement, je me mets à la musculation parce que je me dis que ça peut être cool. Et clairement, j'avais fait 8 ans de rugby de mes 12 à 19 ans en gros. Un peu moins de 8. Et je me dis, bon, c'est peut-être le bon moment de changer, de reprendre les choses en main, de faire en sorte que j'aille mieux. Et donc, le sport. Donc je commence la muscu. J'en fais 3 mois. Bonne transfo, ça marche bien. Je perds beaucoup de masse grasse. Mais concrètement, je me fais chier. C'est un process qui m'amuse pas. C'est un sport qui m'amuse pas, ça m'ennuie quoi. Donc j'arrête. J'arrête aussi parce que premier confinement et donc impossibilité d'aller en salle de sport. Et donc j'arrête. Pendant le confinement, je regeek comme un porc. À ce moment-là, je dois avoir 25 ans, un truc comme ça. Et, euh, et le confinement se passe, les confinements se terminent, je retourne au boulot, mais je reprends pas le sport. Et donc j'ai une période de trou de à peu près un an. Et au bout d'un an, je sais plus trop pourquoi, mais je crois que la sensation de mal-être commençait à revenir. Donc je me dis, bon, faut que je reprenne un sport, mais j'ai pas envie de reprendre la muscu. On venait de se faire. Enfin, il y avait les confinements à répétition, et je me dis, ok, il faudrait un truc qui me convienne, que je puisse m'entraîner partout, où je veux, quand je veux, même si on est confiné, même si quoi que ce soit. Et forcément, j'ai découvert la calisthénie comme ça. En plus, j'ai vu l'aspect figure, je me suis dit, putain, c'est trop bien, genre, ça a l'air trop amusant. Et c'est comme ça que j'ai commencé la calisthénie. Et donc, les débuts du street, incroyable. Incroyable parce que c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. C'était. Déjà, je me sentais mieux, je me sentais beaucoup mieux. J'avais enfin un objectif en fait. J'avais une ligne directrice et, euh, et je m'étais dit, bah vas-y, ça va être sympa. Je vais filmer toutes mes vidéos de ma progression, je vais les mettre sur un disque dur, je vais tout stocker. Déjà, je voyais le long terme et ouais, c'était incroyable. Mais du coup, vu que j'avais un vide à la base, la calisthénie est venue combler ce vide. Et donc, il y avait que ça. En fait, j'avais la calisthénie. Bon, je travaillais à côté, j'avais ma famille, j'avais des amis et tout, mais globalement, c'était le seul truc qui me motivait, c'était ma raison de vivre, c'était mon nouvel objectif. Ce qui était à la fois bien, parce que ça m'a permis de me sentir mieux, de me dépasser, de me sortir les doigts du cul. Mais le problème, c'est que c'était la seule chose. Mais à l'époque, je m'en rendais pas compte. C'était la seule chose qui me motivait et qui me boostait. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai all-in dans la calisthénie, donc je m'entraînais comme un barbare. Je pouvais faire des entraînements au début, j'ai commencé par des entraînements de 30-40 minutes, puis je suis monté à 1 heure, 1 heure et demie, puis 2 heures. Puis j'ai vu que je progressais pas, surtout sur la planche, que ça m'emmerdait, donc je suis passé à 3 heures d'entraînement, 5 fois par semaine.
Et en fait, j'étais obsédé par ça, je voulais progresser à tout prix. Et cette obsession m'a coûté très cher. Puisque, à cause de ça, ma première année, je suis rentré en surentraînement. À l'époque, je ne le savais pas. Je pensais que c'était no pain, no gain. Fallait juste bourriner, bombarder. Alors, sur certaines personnes, ça marche. Il y a des personnes qui ont des capacités génétiques de récupération exceptionnelles. Elles vont s'entraîner 3 heures, 4 heures, 5 heures et ça va passer. Mais moi, clairement, c'était pas mon cas. Et donc, je suis rentré en surentraînement. Et là, c'était très compliqué parce que j'ai eu des douleurs, des contractures au dos, en front lever, à cause du touch notamment, pendant plus d'un an. Et en fait, c'était. Je prenais un certain niveau, les douleurs arrivaient. Des douleurs, mais qui m'arrachaient le dos, hein. J'étais en surentraînement, donc mon corps n'arrivait pas à récupérer, donc je perdais du niveau, je régressais, je devais arrêter de m'entraîner parce que j'avais trop mal. Ça me réveillait la nuit, les douleurs me réveillaient dans le dos. Et moi, je me disais, putain, mais c'est quoi ce truc? Je pensais que j'avais une blessure, en fait, une blessure qui revenait, que c'était pas normal. Je comprenais pas que c'était à cause du surentraînement et que juste mon corps n'arrivait pas à récupérer et que c'était des signaux qui m'envoyaient pour me dire que il fallait que je m'entraîne moins. Comme d'hab. C'est marrant parce que c'est la même chose que plusieurs mois avant, avec la boule au ventre. C'est des signaux. Votre corps vous parle, mais je l'écoute pas. Je veux faire plus vite, je veux aller plus fort, je veux me mentir à moi-même. Et à chaque fois, c'est les mêmes erreurs. Ça coûte très cher. Donc surentraînement, et je mets beaucoup de temps à le comprendre. En parallèle, je rencontre plein de gens dans le street. Je rencontre un ami incroyable qui s'appelle Kylian, qui m'a vraiment introduit à la discipline. Il m'a expliqué plein de choses. Je l'ai rencontré en vrai. Euh, il est venu chez moi. Après, on est allé au Rasso à Paris avec. On s'est rencontrés à Lille d'abord dans un premier temps, je crois en décembre 2021. Ouais, c'était rapide, hein. On s'est entraîné au Préau à Lille, pour ceux qui connaissent. C'était vraiment très cool. Et, euh, et, euh, et donc, ouais, l'obsession du street. L'obsession clairement du street, de la progression. Il n'y avait que ça qui comptait, rien d'autre. Le sport m'amusait, mais c'était quand même très douloureux. C'était très difficile. Et puis, bah, j'avais mal. Donc très compliqué. Au bout d'un an de douleur, je me rends compte que bon, c'est pas normal. Genre, je comprends pas ce que j'ai, je comprends pas ce qui se passe et je commence à me renseigner de plus en plus sur les méthodes d'entraînement. Donc c'est un an où je progressais, je régressais, je stagnais, j'avais des douleurs, je pouvais plus m'entraîner, etc., etc. Et je m'intéresse aux méthodes d'entraînement, au cycle de force, à comment ça se passe. Et en fait, et au bout d'un moment, j'en ai juste marre d'avoir mal et je me dis putain, bon allez, j'arrête le street, c'est pas possible, j'en ai trop marre. Et je fais une pause de 2 semaines. Et en 2 semaines, mes douleurs, tout disparaît. Genre j'ai plus mal. Je comprends. Et en fait, je comprends à ce moment-là que bah, c'est juste que c'est le manque de repos, que j'écoute pas mon corps. Et que je suis un fils de pute en fait. Et donc je m'intéresse au cycle de force et je me dis ok, en fait c'est simple, ces périodes de repos c'est parfait, il faut juste que je mette ça régulièrement en place et je commence à intégrer des cycles classiques. Je m'entraîne 4, 6 semaines environ et toutes les 6 semaines, bah, je prends une période de repos ou de deload ou en tout cas quelque chose qui me permette de récupérer. Euh, et là, la progression repart, c'est très cool. Bon, il y a quand même des points positifs, et il faut toujours voir le positif, c'est que grâce à ça, j'ai pu tester mes limites, et maintenant la fatigue sur laquelle je peux forcer et la fatigue sur laquelle je dois m'arrêter et absolument me reposer, bah, je la connais par cœur. Parce qu'en fait, j'ai testé mes limites d'un point de vue extrême pendant plus d'un an. Donc les symptômes et les signaux de fatigue qui me disent ok, tu dois t'arrêter, je les connais. Je les connais plus que par cœur. À mon avis, je suis pas prêt de les oublier. Et donc la progression reprend. Euh, la progression reprend, tout se passe bien. Bon, je galère quand même à progresser en planche parce que c'est un mouvement sur lequel j'ai mis énormément de temps à comprendre les mécaniques du mouvement, les applications de la force.
Je partage énormément avec Kylian, qui lui aussi a ce côté obsessionnel pour le street. Et il se trouve qu'en 3 mois après le rassemblement, et d'ailleurs à ce moment-là, j'étais encore en surentraînement, donc il a arrêté le street et il a arrêté pour, des raisons d'obsession. Et déjà ça a été mon premier vrai signal, puisque c'est une personne, même encore aujourd'hui, je m'entends super bien avec lui, mais on est beaucoup moins en contact parce que, bah, il pratique plus et c'est une des raisons c'était clairement la raison qui nous rapprochait, donc on parle, de temps en temps encore, mais beaucoup moins qu'avant. Et lui arrête le street, alors qu'il avait un niveau, exceptionnel, enfin moi que je trouvais exceptionnel, surtout pour quelqu'un qui s'était entraîné que 2 ans et demi, je crois. Je l'avais vu gagner sa première compétition, la seule qu'il a faite d'ailleurs, où il a vraiment tout explosé, c'était incroyable. Et puis il décide d'arrêter. Il décide d'arrêter parce que il s'amuse plus, très concrètement. Il est devenu obsessionnel. Lui, c'était surtout par rapport à la forme. Il avait cette obsession de la forme, d'être toujours propre, toujours clean, toujours parfait. Il faut montrer que du parfait. Il faut montrer la perfection parce que officiellement, je dirais que sa version, et peut-être qu'il me contredira, mais moi c'est mon point de vue. Officiellement, sa version, c'est que il faut que montrer la perfection parce que c'est comme ça qu'une figure est validée. Moi, je pense que au fond, il y avait une question de euh, il faut que les autres me valident, surtout, et qu'ils puissent pas me reprocher un seul détail qui pourrait invalider ma performance. Et en fait, tout tourne autour du regard de l'autre là-dedans. C'est hyper malsain et je m'en suis rendu compte plus tard. Mais donc, cette personne a fini par arrêter, ce qui à l'époque, bah, c'était très chiant parce que c'était une personne avec qui je m'entendais super bien et concrètement, on parlait tous les jours, plusieurs fois par jour. Et donc, bah, premier signal pour moi, puisque je me suis dit, putain, quand même, ouais, il est très fort, il a eu un niveau incroyable et pourtant il détestait s'entraîner à tel point qu'il a fini par arrêter. Donc premier signal. Moi je continue, je prends quand même du plaisir, j'ai plus de douleur. Donc quelques mois après, c'est là où je comprends euh, le principe du surentraînement, pourquoi j'ai les contractures. Les douleurs disparaissent, je reprogresse enfin, même si en planche j'ai toujours du mal, et tout se passe bien pendant un an, je crois que même 1 an et demi. J'ai une progression qui est correcte. J'investis beaucoup sur moi, sur des programmes, sur des coachings, mais clairement, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en ce que je fais. Même si je progresse, c'est compliqué. Et j'ai toujours que le street dans ma vie, et c'est un énorme problème. Un énorme problème. Euh, En parallèle, bien sûr, lors de ma première année, enfin 3 mois après avoir commencé, j'ai rencontré ma copine qui m'a énormément aidé et soutenu. Franchement, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui si je l'avais pas rencontré. J'en parle pas beaucoup, mais c'est une relation incroyable. Vraiment. Je souhaite à tout le monde de vivre ça, d'être soutenu inconditionnellement par quelqu'un. Et pourtant, il m'a vu passer par des hauts et des bas et j'ai été très casse-couille, mais elle a toujours été là. Mais bref. Donc 1 an et demi de progression qui se passe bien sur la planche, très compliquée parce qu'en fait je comprends pas le mouvement, je comprends pas le principe de hauteur, le grip, comment forcer. Et sur le front, ça progresse correctement, mais bref, toujours cette obsession pour le street, il n'y a que ça qui compte, c'est le truc qui m'anime, auquel je pense nuit et jour. Je rêve de mes combos, je rêve de progression, je rêve de plein de choses, mais surtout je rêve que de street, et c'est un gros problème. Et il se trouve que j'ai toujours eu un problème avec mon bras droit en planche, puisque j'ai un décalage au niveau des épaules, que beaucoup de personnes ont. C'est un problème que énormément de pratiquants ont, d'avoir du mal à tendre un des deux bras. Pourquoi? Parce que, pour vous la faire courte, on est énormément à avoir une jambe plus haute que l'autre. Oui, une jambe.
ce qui crée un décalage dans le bassin, donc dans la cage thoracique, et ça se retransmet dans les épaules. Vous finissez par avoir une épaule en planche qui est plus haute que l'autre, et chez certaines personnes, ça pose énormément de problèmes, et notamment ça fait que vous avez un bras qui a tendance à plier. C'est un truc qui m'a toujours rendu obsessionnel en planche, qui a fait que j'ai perdu énormément de temps parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi, j'ai essayé de résoudre le problème par plein de choses, en diminuant l'intensité, en prenant des progressions inférieures, en, en faisant de l'élastique, en me forçant à tendre le bras, en appuyant sur mon coude comme un barbare pour essayer de le tendre. Ça me rendait fou, j'y pensais nuit et jour à ce putain de coude, à essayer de le tendre, et j'ai pas réussi pendant plus de 3 ans, et même encore aujourd'hui, quand je suis en difficulté, le coude plie. Mais la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, je sais pourquoi il plie, je sais si je veux le tendre, ce qu'il faut que je fasse, et comment le corriger exactement. À l'époque, je le savais pas, et ça me rendait ouf, parce que vous avez un détail qui vous donne l'impression que vous pouvez pas vous renforcer de manière optimale, parce que vous avez l'impression de renforcer un pattern qui est mauvais, puisque la planche doit être bras tendu, et vous avez l'impression de renforcer un pattern bras plié. Donc j'ai passé au moins 2 ans et demi à ne quasiment pas faire de réel volume en planche pour régler ce problème, qui était en fait lié à un manque de compréhension sur le mouvement, sur le grip, un manque de compréhension de la hauteur, mais surtout à mon décalage au niveau des épaules. Et ça, et un manque de mobilité aussi, parce que vous pouvez le régler avec de la mobilité. Mais donc, tout ça pour dire que ce truc me rendait fou, mais vraiment, à un point où je commençais à ne plus endormir la nuit. Genre, je voulais absolument régler ce problème. Pour moi, progresser en calisthénie, c'était le truc le plus enfin, il fallait que je progresse, absolument, coûte que coûte. Et donc, si je voulais progresser, il fallait que je progresse bras tendu, puisque je ne vais pas renforcer un pattern bras plié. Donc j'y pensais jour et nuit à comment régler ce putain de problème de bras. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé, je vous raconte pas tout, mais ce qui s'est passé durant cette période, c'est que j'ai quand même progressé en planche, surtout en front, et on arrive fin 2023, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça, et c'est là où je me dis, ok, ça serait bien que je quitte mon taf actuel parce que ça me plaît pas. J'adore le street, c'est le truc le plus important de ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, bah, je peux devenir coach sportif. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je monte un dossier, je vais voir Pôle emploi pour me réorienter. Je quitte mon boulot en septembre 2024, je crois bien. Et je commence 2 formations dans le sport. J'en avais déjà suivi une en ligne sur le sport et la nutrition, et je commence un CQPIF. Et c'est dans cette période-là que c'est parti en couille, parce qu'en fait, les cours sont quand même relativement intenses. Et surtout, vous travaillez des choses que vous n'avez pas l'habitude de travailler en tant que streeteux. Vous faites des circuits training, donc avec des squats, des burpees, des exercices qui sont assez basiques, mais en fait ultra fatigants pour quelqu'un qui a fait que de la force sur le haut du corps pendant plusieurs années. Et je voulais absolument pas perdre de niveau en calisthénie, donc je continuais de m'entraîner normalement. Grave erreur. Je suis de nouveau rentré en surentraînement. En plus, je voulais être le plus léger possible, parce que ce qu'il faut savoir, et ce dont j'ai pas parlé, j'aurais dû en parler avant, c'est que durant toutes ces années de street, au bout de mes 8 premiers mois, j'ai découvert que si je commençais à être léger, je devenais beaucoup plus fort. Et donc j'ai commencé à avoir des sèches ultra agressives. Ce qui était complètement débile. Donc avec des variations de poids, ce qui forcément participe au surentraînement, puisque vous fatiguez votre corps en apportant que très peu de calories. Je mangeais un vrai repas par jour le soir. Le midi, je mangeais pas beaucoup, très peu, et le matin, je mangeais pas. Juste vérifier que ça filme encore. Ouais, c'est bon. Et donc clairement énorme connerie. Genre aujourd'hui, je mange beaucoup plus, et j'ai trouvé d'autres principes. Je me suis beaucoup renseigné sur la nutrition. C'est vraiment un fléau en calisthénie. Les gens ont très peu de notions de nutrition. C'est incroyable. C'est quand ils font des sèches, les gens mangent comme des gros porcs. Quand ils font des prises de masse, les gens mangent comme des gros porcs. Et quand ils font des sèches, ils prennent 10 kilos de fat.
ils peuvent plus rien faire après et quand ils font des sèches, les gens s'affament, comme ce que je faisais mes 2 premières années de street, quoi. Et donc j'étais toujours en sèche agressive, en formation, en faisant en plus des circuits training avec les cours, qui me tuaient physiquement. Donc je rentre en surentraînement. En plus de ça, j'ai toujours cette obsession du bras, du bras, du bras et du bras qui plie et c'est à ce moment-là que je comprends que j'ai un décalage des épaules puisque je me filme de face, bah, comme ça, je me filme en planche comme ça, au niveau de ma tête, et je vois que j'ai le décalage des épaules, et je me dis, mais putain, en fait, c'est sûr que c'est ça, c'est pour ça que mon bras plie. Évidemment que il faut que j'essaye de sider ma planche, voir si je rééquilibre mon épaule et que j'appuie dessus pour aligner ma planche, voir si ça va changer quelque chose. Donc je le fais, je fais un training à l'élastique comme ça, en me disant trop cool, c'est une très bonne idée. Heu, je fais ça et le lendemain, bah, alors oui, ma planche est alignée et mon bras est tendu, mais le lendemain, bah, je peux, tout simplement, bah, je peux plus tourner la tête, en fait. Dès le lendemain, en fait, j'ai mon épaule droite, j'ai tellement appuyé dessus, qui est comme ça, si vous voulez, et la gauche qui est comme ça, et je suis comme ça et je ne peux pas bouger. Juste tourner la tête comme ça m'enculait, ça me défonçait, ça me faisait archi mal. Et là, bah, je me retrouve dans une situation où je peux plus m'entraîner, je peux plus faire de sport et juste tourner la tête, ça me ça me détruit, en fait. Même dormir, bouger un tout petit peu la tête en dormant, ça me défonce. Et là, énorme reset. Énorme reset parce que vous passez d'un stade de votre vie où le street, la calisthénie, c'est toute votre vie. Ah bah plus rien. De nouveau le même vide. La même situation que 3 ans avant. Et là, je me dis, je commence à... Bah clairement, je fais une mini-dépression. En tout cas, je sais pas comment on peut appeler ça. À la limite, ça a pas vraiment d'importance. Mais en tout cas, je me sens mal. Je peux plus m'entraîner, je peux plus bouger, je peux plus tourner la tête. Donc je me mets à manger. Parce que moi, c'est comme ça. Quand je me sens mal, je mange. Je compense en mangeant. Donc je prends énormément de poids. Enfin, énormément. Franchement, je dois bien prendre un bon 8 kilos de gras, quoi. Je perds du muscle, bon, je peux plus m'entraîner. Enfin, bref, logique. Et surtout, je me sens mal. Je me sens pas très bien. Et je me rends compte qu'il y a un problème. Parce que, ok, le sport, c'est bien. Le street, c'est bien. Mais c'est censé améliorer ta vie. C'est pas censé te rendre obsessionnel au point où tu ne penses qu'à ça. Si tu as le moindre détail sur ta figure qui t'embête, le truc, tu ne dors plus la nuit, ou tu t'affames et finalement tu te blesses. Et tu te blesses pourquoi? Parce que en fait, le détail technique, le bras qui plie, te rend tellement, te fait, te rend tellement obsessionnel et t'obsède tellement que tu forces dessus absolument pour le corriger. Donc ça amène à la blessure. Et ça a été ça. Mais si vous voulez, c'était la même chose avec les contractures et ma première année. Et ça aurait pu être n'importe quoi. Mais je pense qu'il serait passé quelque chose à terme parce que l'état d'esprit que j'avais, l'approche philosophique du sport, la manière dont je le voyais, faisait que de toute façon, il serait passé quelque chose. C'est sûr. Et donc, bah, je me pose des questions, je me remets en question. Bon, surtout, je me sens pas bien. Et il y a mon petit frère qui s'appelle Timothée qui me conseille d'aller voir un psy. Alors, c'est pas vraiment un psy, c'est un autodidacte. Bref, qui aide les gens, des gens qui ont des gros business, qui ont des sportifs de haut niveau. Lui, ça a été quelqu'un qui a pratiqué un sport de combat. Je crois que c'est du. J'ai pas envie de dire une connerie. Un sport de combat type karaté ou Viet Vo Dao ou quelque chose comme ça à très très haut niveau pendant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, il a arrêté. Enfin, il continue de pratiquer, mais pour le plaisir. Et il m'a dit t'inquiète, va le voir, il va t'aider à comprendre ce qui s'est passé. En fait, je vais le voir, on discute et tout. Et je me rends compte dans la discussion d'une chose c'est qu'en fait, bah, je prends pas de plaisir quand je m'entraîne. En fait,
Enfin si, ça dépend, il y a des entraînements, oui, quand tout se passe bien, quand tout va bien. Quand tout va bien, quand tu progresses, quand tu as des résultats, quand tout se passe pour le mieux, quand tu kiffes, quand tout se va bien, quand tout est aligné. Ouais, ça va, je prends du plaisir. Mais quand ça va pas comme je veux, quand quand les choses se passent pas comme vous avez envie, quand vous avez pas les résultats que vous avez envie, bah ça va pas. Et il me fait comprendre que c'est un problème parce que déjà parce que c'est pas une vie. Genre, en fait, c'est pas parce que, vous avez pas les résultats que vous voulez que votre vie est nulle, non. Heu et ensuite, parce que si tu veux réellement progresser, bah, faut réussir à prendre du plaisir même quand ça va pas. Si tu prends du plaisir que quand les choses vont bien et que tout est aligné à 100, c'est qu'il y a un souci. Tu t'entraînes pas uniquement pour progresser. Tu t'entraînes parce que tu aimes t'entraîner, donc même si tu as pas de résultats. Et là, je me suis dit: «Putain, je suis trop con». Pour certains, ça vous paraît évident, mais pour moi, je l'ai découvert à ce moment-là et c'est à partir de ce moment-là où réellement tout a changé. Parce qu'en fait, je me suis dit: «OK, bah, je veux de nouveau progresser, mais cette fois-ci, le but, c'est uniquement de m'amuser». Donc quelle est la première chose que j'ai faite? Bah, déjà, je me suis mis, dans un mindset où peu importe ce qui se passe dans mon entraînement, je suis là pour kiffer. Je suis là pour prendre du plaisir. M'en branle de pas progresser. Je suis content de pouvoir m'entraîner. Déjà, je commençais à guérir, donc à pouvoir me réentraîner. Juste ça m'a fait changer d'état d'esprit parce que quand vous avez passé 6 mois la tête à ne pas pouvoir tourner la tête, bon, vous relativisez en fait. Juste pouvoir faire quelques pompes et tractions, vous êtes content. Très clairement aujourd'hui ça m'aide parce que à chaque fois que je suis dans un jour où je suis pas hyper motivé, je me dis écoute gros, t'as de la chance, tu peux juste t'entraîner. Il y a 6 mois, tu pouvais pas tourner la tête, donc très clairement, ferme ta gueule. C'est cool, en fait. Ta situation, elle est cool. Et ça fait relativiser. Et ensuite, parce que j'ai envie. Et c'est un choix. Vraiment, c'est ça que j'ai envie de partager. C'est que c'est un choix. S- Prendre du plaisir dans ces entraînements, c'est un choix, les gars. Quand ça va pas, c'est vous qui choisissez que votre entraînement soit un bon entraînement ou un mauvais entraînement. C'est vous qui vous choisissez de vous focus sur le négatif ou le positif. Vous pouvez juste vous dire c'est cool, je suis pas blessé, je peux m'entraîner même quand votre entraînement pue la merde et vous dire trop bien, en fait j'ai de la chance. Ou alors vous pouvez vous dire non, no pain, no gain, j'y vais à la souffrance. Vous mangez pas, vous vous mettez en état de souffrance, vous avancez, votre vie pue la merde et vous progressez. Vous pensez que ça va changer quelque chose dans votre vie. Bon, la réalité, le pire, hein, c'est que ça change rien. C'est qu'en réalité, OK, vous allez avoir quelques félicitations si vous avez des nouvelles perfs sur Insta, sur TikTok, sur ce que vous voulez. Mais globalement, les gens s'en branlent que vous ayez quelques push-ups, quelques front pull-ups ou quelques secondes de SAT, de trucs en plus. Les gens en ont rien à foutre. Ils s'en foutent. Donc vous devez le faire pour vous. Et faites-le pour vous. Et ce qui a changé après ça, bah, c'est que maintenant, je m'entraîne qu'au plaisir. J'ai commencé une prise de masse. En tout cas, je me suis intéressé à la nutrition beaucoup plus. Et mon but, c'était de plus jamais avoir faim. De prendre uniquement du plaisir dans ce que je mange, etc. Et paradoxalement, j'ai réussi à être encore plus sec qu'avant. Pourquoi? Parce qu'en découvrant et en apprenant plus sur la nutrition, j'ai découvert que vous pouvez sécher et en fait manger beaucoup plus. L'organisme fonctionne comme ça. S'il se sent pas en restriction, il va beaucoup plus puiser dans vos réserves. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je forme mes élèves dessus. C'est pour ça que j'ai créé différents e-books que je leur remets sur la nutrition, sur mes tips, etc. Et concrètement, bah, je focus le plaisir. Et mes résultats ont explosé. J'ai jamais autant progressé que depuis que j'ai repris en août. J'ai explosé dessus. J'ai défoncé mon ancien niveau et surtout, je m'amuse. En parallèle de ça, j'ai monté ma boîte. J'ai ouvert ma boîte de coaching. J'ai aidé plein d'athlètes à progresser. Que ce soit des Jason, des Jimmy, des Alexis que je connaissais bien, qui était un bon pote. Je l'ai aidé à reprendre. Mais surtout, ce qui me fait plaisir, au-delà de faire progresser les gens, c'est de transmettre et de transmettre l'état d'esprit. Transmettre, pour moi, le plaisir dans le sport, le fait d'apprécier. Vous devez kiffer vous entraîner. Vous devez apprécier vous entraîner. Pourquoi? Parce que
c'est le but de la vie. Genre, vous devez kiffer, sinon c'est de la merde. Et en plus, ça vous fait progresser beaucoup plus. Parce que vous mettez plus d'énergie. Parce que les trainings où avant vous arriviez dans votre entraînement et vous vous disiez ah putain, non, j'ai pas mes 4 secondes de straddle alors que c'était mon objectif du training. Donc en fait, ça vous nique votre motivation. Donc vous mettez beaucoup moins d'énergie dans votre entraînement que ce que vous devriez parce que tout s'est pas passé comme vous le vouliez. Pourquoi? Parce que vous avez des attentes. Le fait de ne plus avoir d'attente et d'avoir pour seule attente de s'amuser, ça fait que même les trainings de merde, en fait, je mets énormément d'intention, d'énergie dedans. Et ça change tout. Ça change tout. Littéralement tout. Donc vraiment, si vous avez ce mindset de souffrance, changez-le. Ça pue la merde. Ça vous aide même pas en plus à progresser. Et c'est pas le but de la vie. Pour moi en tout cas. Le but, c'est de prendre du plaisir. Oui, de vous défoncer. Oui, de se faire mal, j'aime pas dire ça, mais plutôt de se mettre en difficulté et d'apprécier aller dans la difficulté. Et une chose qui a changé aussi, et c'est ce que me disait mon meilleur pote avant, c'est que j'avais du mal à apprécier les petites choses du quotidien. Et bah depuis, clairement, ça a changé. Genre, là, il fait beau, il fait chaud. Je suis à La Réunion. La vie est trop bien. Je suis au milieu des palmiers. Faut apprécier les petits trucs. Ça va tout changer dans votre quotidien. Juste apprécier, kiffer. Un petit café. N'importe quoi, vous en foutez. Mais apprenez à apprécier la vie. Et ça changera tout dans votre quotidien. Voilà, c'était le petit message. Je termine cette vidéo comme j'ai envie de la terminer. Il y a encore la boîte de pizza d'hier. Elle était bonne, hein? J'ai bien kiffé la manger. Bref, sur ce, j'espère vous avoir pu vous aider en vous partageant ma vision. Et c'est tout.